Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec le premier de nos deux deuxième lignes, ancien rugbyman devenu éducateur bénévole en Normandie, c'est Théodore Nassarami. Comment tu vas Théo? Écoute, je vais très bien après cette Coupe du Monde pleine de surprises, d'inconnus et malgré tout de déceptions. Mais comme tu le dis, nous, on a le cœur ovale au pack de potes, donc tout nous va tant qu'on a du rugby à se mettre sous la dent. Et ça, eh ben, c'est encore possible aujourd'hui. Donc, je suis ravi d'être là avec toi. Oui, pas mal de choses. On a ces deux matchs qu'on avait vus, un peu de rugby femme aussi, ainsi qu'un bilan, un petit tour de table par rapport à ce rugby Coupe du Monde. Oui, et puis je vois que tu as obéi à notre copain Steph Beaumont de Movember, puisque tu as rasé ta Oui, barbe, mais garder une magnifique moustache. Écoute, merci. c'est superbe. Elle a un petit côté d'Artagnan. C'est remarquable. Tu es plus français que jamais, mon cher Thierry. Bah, c'est marrant parce que comme je disais la semaine dernière, bah, j'ai regardé Tombstone et en fait je cherchais en fait le moustache de Val Kilmer en Tombstone. C'est pas le personnage, c'est Doc Holliday. Bah, c'est pas exactement ça, mais me raser pour la première fois en 8 ans, quand même il faut dire que ça fait un tout petit peu mal. Mais c'est vrai que c'est pour ma femme a dit c'est pour la bonne cause, c'est pour Movember. Donc je vous invite tous nos chers écouteurs d'aller sur le site web de Movember France et bien sûr le Movember c'est le mois de vigilance sur la santé masculine, santé physique et mentale aussi. Donc, merci encore à Stéphane Beaumont d'être passé sur l'émission. Et voilà, mon petit moustache, je suis fier. Tu peux. Et n'hésitez pas, si vous avez raté notre épisode de la semaine dernière, puisque l'interview de Stéphane Beaumont est vraiment un très bon moment, comme toujours. Allez, comme nous avons fait le Fantasy League pour Pack de Pod, je voulais féliciter le gagnant. Ce n'était pas Rugby Condor qui était troisième ou Chucky 9 qui était deuxième, mais plutôt Mara qui a fini en première. Donc félicitations et n'hésite pas à nous contacter pour avoir ton t-shirt très bientôt. Oui, et puis à propos de concours, puisque c'est la fin du tournoi, bah, c'est le moment de la remise des prix. On avait notre jeu de pronostics avec nos copains de la Plombée Rugby, qu'on remercie beaucoup. Donc Mathieu et Slavicha, on a bien aimé travailler tout ce petit sujet avec vous et on adore votre jeu. Et ben, au jeu des pronostics, c'est un certain Alice in Wonder Games qui a gagné. Il va lui aussi se manifester auprès de nous. C'est un nom de fille, mais comme c'est quelqu'un qui nous a déjà écrit, je crois que c'est un garçon, Thierry, on est d'accord? C'est exactement ça, c'est exactement On ça. aurait adoré que ce soit une fille parce que ça aurait prouvé qu'il n'y a pas que des joueuses de rugby, mais qu'il y a aussi des fans de rugby féminines. Mais Alice semble être un garçon. En tout cas, bravo Alice in Wonder Games. Tu vas recevoir le jeu de la plombée, logotypé pack de potes. Bah écoute, c'est tout simplement génial. Allez, on va parler rapidement du Women's 15 aussi. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Il y a, n'oubliez pas qu'il y a les trois différentes poules. En ce moment, en poule 3, en fait, il y a Irlande qui fonctionne plutôt très bien avec 3 victoires et 0 défaite. Fidji qui est juste dernière. Fidji et Espagne d'ailleurs, est juste dernière. Malheureusement, c'est Colombie qui n'ont pas encore gagné un match et Kazakhstan, il faut dire quand même, ils souffrent un peu avec 2 matchs où ils ont perdu pas de plus de 100 points. Dans le deuxième pool, en fait, c'est d'autres nations de Six Nations. C'est Scotland et Italy qui ont gagné tous les deux leurs 3 premiers matchs. Donc, félicitations à eux. Par contre, pour la France, un peu moins bien cette semaine. Après une semaine victorieuse contre la Nouvelle-Zélande, contre l'Australie, c'était autre chose. Pas comme on voulait, on va dire. Les Wallabies, ils ont marqué dans les 2 premières minutes. Nous, on a égalisé 10 minutes plus tard avec manager qui fait un passe pour Boulard qui marque. 10 minutes après, c'est des 13 jaunes avec un joli esquive. Donc 12-10 pour le mi-temps. Difficile à dire non aux piliers australiennes. Elle va marquer encore 2 autres essais après la mi-temps. Donc, ça fait 29-10 vers 70 minutes. Et finalement, les Françaises arrivent à mettre leur attaque en route. Mais ces 2 essais qui comptent pas trop dans la fin de ce match, 29-20 sur le scoreboard. Oui, alors du coup, ça donne quoi au classement, Thierry? Finalement, c'est les Anglaises qui sont en tête avec 2 victoires. Ils ont gagné 42-7 contre Australie et ensuite contre Canada, 45-12. Canada, ça va être notre dernier match la semaine prochaine. Ça va être 4 heures du matin, donc je pense que ça va être un peu tôt. Et la dernière match, ça va être Angleterre contre Nouvelle-Zélande pour voir qui gagne ce premier W15. Ça va être sympa.
Allez, c'est l'Angleterre-Argentine, la petite finale. Il y a Tom Curry qui démarre, lui, toute seule devant tous ses équipiers. Un petit message par les Anglais, je pense, mais aussi c'est pour son 50e cap. Les Argentins dans leur très joli maillot, les Anglais en blanc qui va peut-être devenir rouge avec le son de leurs adversaires. Allez, les Bleus dans le stade, c'est 6 coups de pied avant que le grattage savoureux de Curry, 3-0 pour les English. Ben Earl est bien servi par Marcus Smith, 10-0 qui devient 13-0. Argentine qui prennent pas les points et perdent le mêlée, c'est un peu bête quand même. Les Pumas sont de retour. Kramer s'ouvre la tête, Boffelli marque un petit pénalité, 13-3. I Believe I Can Fly. Le 6 argentin est lancé dans l'air et puis il slalom pendant 20 mètres. Kramer est plaqué à 2 et ça a l'air de faire mal. 16-3 à 30 minutes. Les Anglais plaquent fort, les Argentins ont besoin de jouer très très vite pour les surprendre. Essai par Argentine, mais en avant. Non, pas d'en avant, 2 mètres en avant pour moi, je comprends pas. D'accord, 16-10, toujours pour England. Au moins, ça ajoute un peu d'épices dans ce match. Deuxième mi-temps, c'est Carrara qui fait un beau boulot. Essai pour lui, qui met l'Argentine en tête, mais pas pendant longtemps, pour environ 25 secondes avant que le talonneur anglais, il va contrer et marquer son essai à lui. 23-17, Angleterre toujours. Argentine a l'air pas trop mal, ils ont des opportunités, mais toujours des petites erreurs qui les embêtent. Ils approchent dans le score 26-23 à 66 minutes. Les Argentins sortent sur le 22, un des coachs d'Argentine est content, il danse sur la chanson des Spice Girls. Il a raison, Carras se débarrasse du Smith et entre dans le 22. Pénalité contre Angleterre, mais dommage pour Nicolas Sanchez, la pénalité ne passe pas. Ils ont encore 4 minutes, mais même si Carras est quand même magique, les English gagnent le match. Ils passent du 4e dans la Six Nations de 2023 au 3e de la Coupe du Monde. Incroyable. Oui, c'est incroyable, oui et non, parce qu'on sait que ce tableau final de la Coupe du Monde, dont les affiches avaient été prévues 3 ans en avance, euh, n'était pas très logique du point de vue des têtes de série. Et je pense que la place des Anglais était plus à s'arrêter en quart de finale s'il y avait eu des quarts de finale plus réalistes. On sait que euh, Nouvelle-Zélande, Irlande et Afrique du Sud, France, c'était un peu les deux demi-finales qui ont eu lieu en quart. Donc je pense que la troisième place, elle est quand même un petit peu surcotée. Pour autant, les Anglais ont quand même fait un assez bon tournoi. Ils n'avaient rien à perdre. Ils arrivent à la troisième place, qui est tout à fait honorable, face à des Argentins qui, eux, n'arrivent pas à gérer correctement leurs entames de match, à part les 3 premières minutes. C'est-à-dire qu'ils ont très souvent été menés à la 20e dans les matchs clés et mis en position de courir après le score, ce qui est très compliqué face à des équipes organisées et talentueuses comme les équipes anglaises. Il y a 16-3 à un moment. Quand il y a 16-3, en fait, contre les Anglais, dans ce contexte-là de match pour la troisième place, tu as un petit peu l'impression que le score bah, est scellé. Pourtant, ils sont revenus à proximité, mais quel dommage qu'ils les aient laissés s'échapper. Ils encaissent un essai dans les 8 premières minutes, ils reprennent 2 ou 3 pénalités derrière, ils font un premier quart d'heure qui est quand même raté, et ils le payent à la fin du match. Je dirais pour l'Angleterre, au moins, je trouve qu'ils ont, comment dire, au moins physiquement, ils étaient présents depuis le début de ce tournoi. Et fur et à mesure, petit à petit, ils étaient de plus en plus forts. Côté physique, pas forcément le côté tactique, et pas forcément le côté talent non plus, je trouve. Mais en fait, ce qui était assez marrant dans ce match, c'était assez plaisant. C'est la première fois que je regarde un petit final avec un peu d'enjeu, un peu le sourire aussi. Normalement, c'est des équipes qui sont tristes parce qu'ils ont perdu leur demi-finale. Et là, c'est plutôt deux équipes qui sont contentes avoir l'opportunité d'avoir troisième, quoi. Oui, je pense que c'est tellement de préparation une Coupe du Monde. C'est tellement d'investissement personnel, collectif. Le travail du squad, c'est de remettre tout le monde en ordre de marche pour aller chercher cette troisième place et en profiter à fond en se disant, on est quand même dans les 4 meilleurs de toutes ces équipes qui ont parcouru le monde entier pour venir là. Profitons-en à fond. C'est aussi les Coupes du Monde. Souvent, un certain nombre de joueurs qui arrêtent leur carrière à l'issue de ça, qui prennent leur retraite internationale. Donc, il faut que ça reste un moment de fête. Et c'est vrai qu'être troisième ou quatrième, ça change pas grand-chose. Donc, il n'y a pas un enjeu absolument phénoménal. C'est un match souvent dans lequel c'est un petit peu plus cool. Je veux dire, il y a moins de pression. Parce que
Perdre la finale, c'est affreux. Perdre la petite finale, c'est pas très grave. Allez, on va passer direct au final, sans pas du tout de pre-game show. Je trouvais ça assez incroyable pour le final. Juste un petit medley de Mika pour nous mettre dans le mood. Et donc, j'étais transporté à 2007, sortie de son album. Et en 2007, l'année où l'Afrique du Sud a gagné la finale de Coupe du Monde en terre française contre les English 15-6, en espérant que nous allons avoir plus d'essais dans notre match à nous. Let's go! Le match démarre et si direct au bunker pour Fritzl pour un geste pas très correct sur le talon nord Sudaf. Poteau entrant 3-0. Les Blacks sont un peu sous l'eau à 14. Edsbeth et Dutoit un peu partout, Colby aussi avec un joli coup de pied transversal. Fritzl va revenir juste après que Pollard ajoute 3 points de plus, 6-0 qui devient 9-3. Tous les coups de pied de Pollard sont très très justes. Les Blacks n'arrivent pas à avancer comme ils ont l'habitude. Les Sudaf sont très rapides en défense. Il y a des petites imprécisions côté Black, surtout aux touches. Et maintenant, c'est Sam Cane qui va au bunker pour un plaquage haut. Les Sudaf montent en puissance. Pollard va marquer une pénalité 12-3. Et finalement, le capitaine des Blacks ne va pas revenir. C'est un rouge, première dans une finale. Deuxième mi-temps qui démarre avec 2 opportunités pour les Verts. Tiens, le centre Sudaf Krill touche le ballon pour une fois, mon Théo. Et puis, troisième carton, record absolu dans une finale, c'est Colissi, cette fois-ci, le fautif. Donc, c'est 14-14. Peut-être les Blacks vont profiter, il faut aller vite parce que Colissi va bientôt revenir. Et oui, Richie Monger fait un énorme boulot pour servir Aaron Smith sublime. Non, c'est affreux. Il y avait un en-avant sur l'autre côté du terrain. Bras de fer entre Esbeth et RDC, essai mais non en avant, finalement pas d'en avant, franchement je comprends pas. Maintenant c'est 12-11, toujours pour des Sudaf. Les Blacks sont sur le 22 mais il n'y a rien qui passe. 2 fois ils se font piquer le ballon et tout ce qu'ils ont besoin c'est un petit pénalité. 10 minutes restent dans la match, les remplacements sont faits déjà il y a un bon moment. Nrop raté par Kobe et jaune par Kobe, son match est fini. Jordi pour la pénalité de la gagne, ah non c'est raté. Dutoit encore avec des plaquages importants, on passe 4 minutes stressants. Mon fils est comme Chelson Kobe, il peut pas regarder la fin de ce match. Dernière mêlée pour la victoire et comme d'habitude, c'est les Sudaf qui gagnent par un petit point pour la 3e fois dans ce Coupe du Monde, 12-11. Back to back pour les Bocs. C'est quand même une issue statistiquement absolument incroyable. En rugby, où il y a autant de possibilités de marquer des points, euh, gagner 3 matchs d'affilée éliminatoires d'un point, 29-28, 16-15, puis 12-11, bah, le mec qui a mis ça dans un bookmaker, il a fait fortune. C'est impossible. Statistiquement, c'est absolument impossible. Euh, on peut gloser sur le fait que ce champion du monde est sans doute pas le plus flamboyant. C'est évidemment pas l'équipe la plus spectaculaire. On l'a dit, en demi-finale, Jesse Krill n'a pas touché le ballon au deuxième centre, ce qui est absolument quasiment aussi incroyable que les 3 défaites de leurs adversaires d'un point. Mais néanmoins, ils viennent gagner ces 3 matchs d'un point à chaque fois. C'est pas, ça peut pas être un hasard. On peut pas leur enlever d'être une équipe, voilà, incroyablement déterminée, un peu chanceuse, un peu aidée, et on va y revenir par les circonstances d'organisation et d'arbitrage de ces matchs. Mais on ne peut pas enlever à Peter Steph Dutoit qu'il a fait 28 plaquages en finale contre les All Et Blacks. c'est incroyable. Ça fait partie du match, ça fait partie du jeu. On ne peut pas leur enlever ça. Ça aurait très bien pu tomber de l'autre côté, hein. Ce pauvre Barrett bah, loupe la pénalité de la gagne à quelques minutes de la fin. Donc, c'est un peu un fait de jeu que ce soit eux les champions du monde. Et quand c'est à un point, comme contre nous en quart, comme contre les Anglais en demi, et là contre les Néo-Z, c'est toujours un fait de jeu. Maintenant, il faut être beau joueur. Cette équipe, elle a appliqué les règles. Ils ont une défense de fer, une stratégie qui tient la route. Ils ont fait contre les Blacks et ils les ont gênés avec ça comme contre nous. Taper des coups de pied haut assez court dans le dos des défenseurs néo-zélandais. C'est extrêmement difficile à défendre. Ça a perturbé les Néo-Zélandais.
Tu rajoutes à ça quelques faits de jeu, c'est les Sudaf qui gagnent. 4 finales de Coupe du Monde, 4 victoires. C'est pas par hasard. C'est quand même des gens qui ont la culture de la gagne. On peut pas leur enlever ça. Ouais, hyper réaliste. En fait, ça me fait penser, pendant que je regardais le match, je disais, mais en fait, il y avait aucun espace, en fait, pour les Blacks, qui est assez, c'est pas normal, en fait. Normalement, même si, bon, et s'ils arrivent à faire passer le ballon d'un côté du terrain jusqu'à l'autre, bah, t'as des alliés qui, au moins, au minimum, ils vont gagner 20 mètres. Et là, mais non, mais tout était bloqué, il y avait aucun issue, pour l'attaque. Et en fait, ça m'a fait penser un petit peu, tu sais, ils ont joué contre les Écossais. Et ils ont fait ce match, je pense que c'était 18-3, pour des Sudaf, mais le match était ils étaient beaucoup plus forts que ça. Ça aurait pu être 36-3, en fait, tellement qu'ils maîtrisaient le match. Et leur jeu, c'est un jeu de défense, comme tu dis. C'est pas très beau pour certains, on va dire, mais ça gagne. Ça gagne. Ils ont perdu contre les Irlandais, hein, rappelons-nous quand même, au début de tournoi, comme les Blacks avaient perdu contre nous. Donc, ça veut dire que c'est des équipes qui sont pas du tout invincibles, mais qui arrivent, je pense, à hausser leur niveau de jeu sur des matchs clés et qui ont ce petit truc en plus d'un point de vue mental entre eux. Je pense que leur coach aussi est un grand meneur d'hommes et un grand stratège. On peut pas lui enlever ça. On s'est foutu un petit peu de sa gueule au début du tournoi parce que il avait une espèce de grosse lampe avec des lumières rouges et jaunes et Oui, vertes là c'est vrai. pour dire vous butez pas. Il y avait un petit côté un peu ridicule. On aurait dit le chef de gare qui annonce l'arrivée du train. Bah ouais, mais je pense que c'est quelqu'un qui emploie des recettes simples, mais redoutablement efficaces. Et puis, oui, il a été malin. Il a été chercher André Pollard quand ils ont perdu leur talonneur titulaire qui a été blessé, qui est rentré au pays. Bah, il a eu l'intelligence stratégique de se dire, en fait, j'ai sans doute pas le buteur qu'il me faut dans cette équipe-là, mais André Pollard, c'est lui qui fait gagner les matchs décisifs sur les demi-finales et finales. Donc ça, c'est aussi le culot d'Erasmus de faire ses choix stratégiques. On ne peut pas leur enlever ça. Maintenant, on est quand même obligé aussi, et il faut pas leur enlever leur mérite. L'Afrique du Sud, en plus, est un pays qui a plein de problèmes, qui n'ont rien à voir avec le rugby. Et on sait qu'une nation comme ça, quand elle gagne une compétition mondiale, il y a un peu de fierté, un peu de paix entre tous les gens, un peu de baume au cœur, des gens qui souffrent et de la pauvreté, de plein de problèmes en Afrique du Sud. On est obligé de se réjouir pour ça. Et nous, si on avait gagné les quarts, les demi et les finales d'un point, on serait content. Donc, laissons-les à leur joie. Bah, c'est très beau, tout ça, mon cher Théo. T'es positif, je suis fier de toi. Petit truc par rapport à l'homme de match du toit, en fait, il avait la classe quand même pour remercier la France pour l'accueil. C'était la première chose qu'il a dit. Et d'ailleurs, c'était le premier essai que les All Blacks ils ont marqué. C'était le premier essai contre les Sudaf dans un final. Et en revenant sur des bocs, en fait, bien sûr, on devrait être là parce que nous, on était les seules équipes qui a réussi à mettre des points. On a mis 28 points contre des Sudaf. Irlande, ils ont mis quoi 13, je pense, et Nouvelle-Zélande, ils ont mis 11. Ouais, bon, c'est dommage. On va juste le laisser là. C'est plus que dommage. On en avait parlé, c'est épouvantablement rageant parce que le fait qu'on soit sorti en quart de finale et que nous on soit obligé de parler des demi et de la finale sans les Français depuis 2 semaines maintenant ne change pas que on avait sans aucun doute la meilleure équipe de France de l'histoire des équipes de France. On a effectivement passé 28 points aux champions du monde en leur donnant, nous, 2 essais en première mi-temps qu'on n'aurait pas dû leur donner, et en ratant aussi un essai, l'essai du 14-0, dont les circonstances d'échec sont quand même plus que discutables. Je pense qu'il y a eu d'abord un mauvais choix de la dernière passe d'aller chercher dans la largeur et de se faire intercepter par Edzebet au lieu de donner à Aldrit qui était juste derrière Damien Penaud. Et je pense que là, il y aurait eu essai et il y aurait eu 14-0 s'il avait fait cette passe-là. Et d'autre part, regrets éternels que le TMO n'ait pas demandé à revoir si cette intervention d'Edzebet était vraiment légale. Est-ce qu'il y avait en avant volontaire et donc pénalité carton jaune, ou est-ce qu'il y avait juste un petit en arrière un peu improbable? Bah, ça, on ne le saura jamais. C'est passé. Mais c'est quand même des souvenirs épouvantables. J'ai beaucoup de copains, et nous on l'est un peu, qui sont un peu amers, qui se disent, mais c'est pas possible que ça se soit passé comme ça. On va se réveiller, c'est pas vrai.
Bah si, en fait, c'est vrai. Et en plus, c'est eux qui sont devenus champions du monde en gagnant 2 fois de suite encore après d'1 point. Bah, ils avaient aussi les dieux du rugby avec eux. Parce que quand tu gagnes d'1 point 3 fois de suite, c'est aussi que tu as un peu de cul, faut quand même pas Ouais, c'est ça. exagérer. Ouais, ce qui est dommage, je trouve, que c'est tout ça, c'est un peu amochi par tout ce qui se passe sur le web, tous les trucs dire ouais, c'est des arbitres, machin, nanana. Et franchement, je trouve ça triste que des gens ils vont jusqu'à là parce que on peut pas, on n'habite pas dans un monde où les arbitres ils sont en train de prendre l'argent. Tu imagines? Mais des gens, c'est pas possible. Tu vois, c'est même pas possible. Et non, il n'y a pas aucun moyen. Si le World Rugby voulait que le rugby grandissait, bah c'est pas avec l'Afrique du Sud qui va aller gagner. Tu vois, ils mettraient l'Angleterre le gagnant ou la France la gagnant. Tu vois, il y a aucun complot. Mais je trouve ça triste que des gens réagissent comme ça. Oui, c'est dommage. On est, Effectivement, on est triste, mais quand même, faut arrêter de dire que c'est la faute de l'arbitre. Tu vois, il a rien fait, le pauvre. Surtout Wayne Barnes, donc même dans ce match-là, il est accusé de faire des choses, mais c'était jamais lui, c'était toujours le TMO. Et donc, lui, il a un TMO, il y a un grand groupe de personnes derrière lui qui doivent prendre des décisions. Bon, il y a un peu de communication, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là pour aider, je trouve, les arbitres. Et je pense que c'est éduquant, nous, le public, en fait, pourquoi certaines choses, par exemple, il y avait des en avant, pour moi, je comprenais pas pourquoi il y a un en avant dans un match qui pas sifflé, c'est en Argentine, et l'autre qui est sifflé. Je comprends pas, tu vois, ça, par exemple. il n'y a évidemment pas de complot. Maintenant, ce que j'espère, c'est que World Rugby va se servir de cette Coupe du Monde pour rendre notre sport plus lisible, plus juste parfois, plus sportif. Cette finale avec un champion du monde sans essai, c'est dommage. Il y a eu un essai des Néo-Zélandais, mais les Sudaf, à nouveau, ne marquent pas d'essai. Est-ce que il ne faut pas réfléchir à un système où les pénalités ne valent que 2 points Ouh, pour valoriser les essais? Moi, j'y serais en fait assez favorable. On avait bien historiquement remonté les essais de 4 à 5 points. Pourquoi ne pas baisser les pénalités à 2 points ou voire monter les essais à 6? comme, J'en sais rien. comme en foot Mais, américain, parce qu'un touchdown, mais c'est 6 points. Hein. exactement, parce que on a quand même envie de voir des essais au rugby. Et on est toujours frustré quand il y a un vainqueur qui n'a pas marqué d'essai contre un vaincu qui a marqué au moins un essai. Donc, j'espère que World Rugby va se penser là-dessus. Ce serait un peu une révolution, mais pourquoi pas? Ce ne serait pas la première. Et surtout, il faut rendre beaucoup plus lisible et beaucoup plus homogène les interventions du TMO. Les moyens techniques, ils sont là. Il faut maintenant qu'on aille plus loin dans la lisibilité de cette collaboration entre arbitre de champ et arbitre TMO. Au foot américain, je pense que les erreurs qu'on a vues là ne peuvent pas se passer. En fait, je suis tellement dans le rugby maintenant, je regarde plus de matchs Ouais, de NFL. mais au foot américain, ils sont quand même, je pense, beaucoup plus précis sur le décortiquage des fautes. Et je pense qu'il n'y a pas autant de débats sur les sujets. Ça aurait dû être comme ci, ça aurait dû être comme ça. Et je pense que pour être un grand sport lisible et qui se déploie, on ne peut pas se trimballer ce procès en amateurisme ou en illisibilité de décisions stratégiques sur des matchs à élimination directe. On doit grandir là-dessus. C'est pas mon boulot, c'est celui de World Rugby. J'espère que les Français au sein de World Rugby feront aussi entendre leur voix, vont remonter dans les instances dont visiblement, c'est en tout cas ce que j'ai lu dans la bouche de Florian Oui. Grill, nous sommes très absents et c'est aussi pour ça qu'on ne pèse pas dans un certain nombre de décisions et que peut-être que bah, de temps en temps, typiquement, hein, renommer Ben O'Keefe après le match qui a été très contesté. Peut-être que s'il y avait plus de Français là-dedans, on aurait dit non, les gars, Ben, il y est pour rien, mais ne faisons pas ça, c'est Ouais, le pauvre. ridicule pour le sport et pour le rugby et pour lui-même. Donc, faisons autre chose et ne passons pas pour une institution archaïque qui veut prouver qu'elle se trompe jamais. Ce qui est faux, elle se trompe comme toutes les Ouais, institutions. mais je trouve qu'une chose qui est bien, c'est quand même le rugby a l'habitude de changer ses règles et assez rapidement. Donc on verra par la suite. On va pas régler tout là tout de suite, mais ce qui est bien, c'est que tu nous offres quelques idées vers l'avenir, mon cher Théo. Allez, on va faire quelques statistiques, mon cher Théo. À toi de me dire qui est la personne en tête. Par exemple, qui a marqué le plus de points? Bowden Barrett, Notre copain, Owen Farrell.
Owen Farrell, ah là 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 là. 75. Et en fait, Thomas Ramos, 74. En fait, juste derrière un petit point. Bofelli d'Argentine qui était troisième. Sexton, quatrième. Et Monga, cinquième. Le plus d'essais. Will Jordan? Oui, exactement, avec 8. Penaud derrière avec 6. Bondi Aki et plein d'autres avec 5. Bondi Aki avec un sacré tournoi quand même. Absolument. Le plus de transformations. Bah, certainement Owen Farrell, du coup. Bah, finalement, c'est Ramos qui a eu 21. Et après, il y a Monga, Sexton, Mackenzie et Alain de Italie. Tackles, les plaquages. Je pense que c'est du toit. Bah, finalement, il est cinquième sur la liste et devant, c'est un Argentin. Kremer. Exactement. Numéro 2, c'est Ben Earls, suivi par un autre Sudaf, Mozart, et un Samoan, Talitu. Kremer qui fait un sacré match pour la troisième place. Malheureusement, il a fait tomber plusieurs fois des ballons, il Ouais, fait plusieurs en avant. ouais. Mais quel guerrier quand même. Franchement, quand on aime le rugby d'avant, le voir rentrer dans les intervalles ou monter au plaquage, c'est quand même quelque chose. Aussi, c'est marrant parce qu'en offloads, Dupont est ex aequo pour le première place avec 10. Il n'a joué que 4 matchs, en fait. Je trouve ça assez marrant. Au niveau de Fantasy aussi, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 5 All Blacks qui sont dans les top 5 de Fantasy. Au cas où, pour l'année prochaine, pour les fans de Fantasy, il faut aller miser sur les Blacks. Qui t'a impressionné la plus, en fait, on va dire, dans les équipes? Est-ce qu'il y avait une équipe en particulier que t'avais beaucoup plu? Écoute, dans la phase de poule, moi j'ai adoré dans les premiers matchs l'équipe fidjienne, hein, on l'avait beaucoup dit, mais c'est une équipe qui sur le papier n'avait pas de point faible. Ils ont beaucoup progressé en jeu d'avant, qui était quand même historiquement plutôt leur point faible. Et là, ils ont tenu la dragée haute à des grandes équipes, y compris en conquête, etc. Donc moi, je pense que voilà, j'espère maintenant qu'ils se structurent au niveau international avec la capacité à être plus souvent ensemble, etc., qu'on va les voir continuer de grandir tout simplement, d'aller tutoyer les demi-finales et pourquoi pas la finale un jour. Voilà, j'adore cette équipe, ils m'ont bluffé et j'adore aussi ce qu'ils sont avec ce mélange de talent, de force et aussi d'humilité et de simplicité. Donc, je trouve que ça raconte beaucoup sur ce qu'est notre sport. Donc, un grand chapeau à cette équipe-là en tant qu'équipe. Après, sur les joueurs, j'ai découvert un joueur quand même extraordinaire que je connaissais pas, qui est Carreras, l'ailier argentin, qui a fait un tournoi fantastique. C'est un type qui a des qualités absolument extraordinaires. Il jouerait dans toutes les autres équipes. S'il était français, anglais ou néo-zélandais, il serait titulaire dans ces grandes équipes-là, et même probablement Sudaf. J'ai beaucoup admiré, même si ça m'énerve qu'il n'ait pas pris un carton rouge en quart de finale, la performance quand même de troisième lignel de Peter Steph Dutoit. Ah On ouais, l'a vu en regarde. finale, mais on l'a vu pendant tout le tournoi. C'est quand même un joueur absolument exceptionnel par son abattage. Et je- on ne peut que quand même lui tirer notre chapeau. Et puis enfin, je tirerai aussi un chapeau à un joueur irlandais qui malheureusement bah, voilà, est passé à la trappe, mais Bundy Aki fait un tournoi absolument extraordinaire au centre. Euh, Là aussi, s'il passe, il n'y a rien à dire en quart de finale. Et derrière, c'est des joueurs qui peuvent jouer dans toutes les équipes du monde. Voilà. S'il fallait faire une petite brochette, voilà à qui je penserais. Ouais, ouais. Et puis, je mets pas mes Français dans la brochette parce qu'on sait que je Oui, les adore bien sûr. tous. Bah, Et moi, j'ai un petit corps. Moi, j'ai un petit mot pour les Portugais aussi. Le 2, le 7, ça fait Fernandes, je pense, le 7 et le 9 aussi, c'était super sympa à regarder. Aussi, Uruguay, j'adorais le 6 qui était assez petit, mais le 6 et le 7 de Uruguay. Et bien sûr, Arata, le 9, qui était difficile en fait contre nous. Je trouve que ça, qui joue à Castres. oui, exactement. En deuxième ligne, pour moi aussi, c'était des All Blacks, en fait. Il était incroyable. Barrett et soit Whitelock ou Métallique. Retallick. Je trouvais ça vraiment impressionnant. Whitelock, Whitelock, je t'interromps juste, c'est quand même un joueur. Alors là, il va arriver en France. Son frère joue à la section paloise. Il va venir jouer au mois de décembre à la section paloise. Donc, on aura peut-être l'occasion de le voir jouer sur les terrains de top 14 si on s'y promène, qui sait. Euh, et puis, j'ai lu un petit peu des choses sur lui.
D'abord, il était au lycée avec Aaron Smith. Ah ouais? Ils étaient ensemble et ils étaient entraînés par le père de Whitelock, qui Ah ouais? a quatre fils qui ont tous porté le maillot All Black au moins une fois. Samuel Whitelock, c'est 150 fois, s'il te plaît. Donc, c'est un monument du rugby néo-zélandais. Et je pense que c'est vraiment l'image d'Épinal du rugby néo-zélandais, du joueur de rugby néo-zélandais. Son père est agriculteur. On sait que la Nouvelle-Zélande, c'est un grand pays agricole et rural, hein, où il y a historiquement ce qui faisait la force des Néo-Zélandais dans les années 70, 80, etc., c'est qu'ils étaient des agriculteurs. Hein. Donc les mecs, ils trimballaient des bottes de foin et de paille à la fourche, et c'est comme ça qu'ils avaient des bras. Mais c'est une image d'Épinal, voilà, du joueur néo-zélandais, Sam Whitelock. Je pense que là, il arrête sa carrière internationale. Et c'est un monument et 150 sélections chez les Blacks, mais c'est monstrueux. Déjà en avoir une, c'est dur, c'est déjà un aboutissement fou. Mais 150, c'est complètement dingo. On va avoir la chance de l'avoir sur le territoire français. Et c'est vrai qu'avec Scott Barrett, il faisait un attelage. Et puis Rétalic avec sa gueule, c'est la famille Adams, lui. Et il ferait peur à un enfant. Enfin, tu le croises dans la rue, tu changes de trottoir quand même entre le gabarit et la tronche qu'il a. Mais c'est ce que le rugby donne à voir, hein, c'est-à-dire des espèces de géants. Puis tu les vois à la fin du match avec leurs enfants qui les rejoignent et puis qui les trimballent dans les stades. C'est aussi des papapoules. Ça raconte un peu l'histoire du rugby, tout ça. Ouais, c'est beau. Finalement, les White c'était des Barrettes avant les Barrettes, hein, c'est ce que tu dis. C'est ça. Euh, Mais ils n'ont pas joué ensemble, Ah, eux. ok. Bah, en fait, nous, on parle de functional strength, tu vois, les mecs là qui sont en train de, des fermiers et tout ça, c'est parce qu'en fait, ils bossent avec leurs muscles tous les jours, c'est pas juste qu'ils vont C'est au gym, ça. c'est pas juste de soulever le poids, le fente. Il m'a beaucoup impressionné le pilier de Tonga, en fait, Tamefona de UBB. C'est un monsieur quand même. C'est un cube, hein, d'abord, donc physiquement, c'est quand même très particulier. C'est, je sais pas, 150 kilos, 1 m 78 ou 1 m 80 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des mensurations que seul le rugby, en fait, ou éventuellement le foot américain peut valider pour faire du sport à très haut niveau. Donc, ça, c'est ça aussi qu'on adore au rugby, hein, c'est de dire que dans le rugby, il y a de la place pour des petits gros, des grands rapides, des grands maigres et des machins, pour peu qu'on ait envie de jouer ensemble, d'avancer ensemble et d'avoir une culture collective et des objectifs individuels dans cette culture collective. C'est un joueur qui est l'âme de cette équipe tongienne. Et en France, là où il est passé, je sais qu'il est passé au Racing, hein, il a été champion de France en 2016 avec le Racing, maintenant il est à l'UBB depuis quelques années. C'est des joueurs qui ne laissent pas indifférents et c'est ce que disait François Pinard quand il avait croisé le joueur néo-zélandais quand je l'ai vu, etc., qui est encore super gaillard, Brad Thorne, il disait I want this guy in my team, c'est-à-dire c'est des gars, bah, quand tu les as, tu as envie qu'ils soient avec toi, quoi, Ouais, c'est c'est tout, ça, ouais. parce qu'ils emportent tout sur leur passage, et y compris la confiance de leurs partenaires dans leur sillage. Et c'est vrai que Ben Tameifuna, c'est quelqu'un comme ça. Moi, je fais un petit clin d'œil aussi à un joueur d'avenir, parce que Tameifuna, sa carrière est plutôt derrière lui maintenant. C'est le capitaine des Gallois, qui s'appelle Jack Morgan, Oui. qui fait un très beau tournoi, qui est un jeune joueur de 23 ans, et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, parce qu'il a montré vraiment qu'il avait un grand potentiel, et à mon avis, un grand avenir. Tiens, je pense que aussi meilleur essai, ça doit aller au deuxième ligne japonais, là, qui a fait le petit coup de pied à suivre pour lui-même, laissé à 60 mètres, ouais, il me semble, tu te souviens? Oui, alors lui, c'est un essai comme dans un rêve. Tout simplement peut-être comme dans un manga, c'est-à-dire Ouais. que c'est pas par hasard si c'est japonais. Amato Fakatava, je prends le ballon, petit coup de pied par-dessus, je le récupère, je fais la course, etc. Bon, c'est un peu comme effectivement Olive et Tom, quoi, avec le ballon qui part comme une fusée, qui fait 3 fois le tour du terrain et qui arrive en pleine lucarne. Ça peut pas arriver. Bah si, Amato Fakatava, il l'a fait. Une des très très belles images de cette Coupe du Monde et franchement l'essai d'une vie. Bon, je pense qu'on offre et pour aussi meilleure coupe de cheveux, c'est le 9 de Samoa quand même, avec le... Le mulet décoloré. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je crois que c'était quand même le mieux, effectivement. On aurait pu essayer de faire un concours de mulets. On n'a pas eu le temps de l'organiser, mais franchement, il y avait de quoi. C'est des coupes assez improbables. Qui aurait dit il y a une dizaine d'années qu'on allait se retrouver avec des coupes pareilles? C'est vraiment back to the 80s, je ne sais même pas comment c'est redevenu à la mode. C'est quand même esthétiquement assez épouvantable. Oui, donc en tout cas, voilà, c'est cette mode improbable des, des coupes de cheveux mulets aura donné
à certains la possibilité de s'exprimer d'un point de vue créatif et capillaire. C'est le cas de ce joueur Samuel Taomateine qui nous a régalé par son jeu parce que c'est un sacré joueur et aussi par sa coupe de cheveux parce que c'est une sacrée coupe. Tout au début de ce Coupe de Monde, en fait, tu nous as parlé de Pinard Test parce que tu as eu la chance de rencontrer François Pinard, gagnant, bien sûr, grand gagnant Sudaf. Et j'aimerais bien qu'on en parle rapidement des différents points, les 5 points qu'il y avait dans la Pinard Test et pour le comparer par rapport à cette équipe de Sudaf. Effectivement, avoir d'abord une culture de la gagne, je pense que les Sudaf, c'est les champions du monde en titre. Ils avaient battu les Néo-Zélandais juste avant la Coupe du Monde. Ils sont, bah oui, tous là où ils ont un mental de gagnant, c'est clair. Donc là, on dit oui. Ensuite, World Class Players de 8, 9, 10, 15. Je pense qu'on peut dire oui, même s'ils ont perdu leur numéro de titulaire. Mais en tout cas, en numéro 8, la charnière, même si Manny Bock a été suppléé par André Pollard, bah, ils avaient au moins la moitié d'un grand joueur dans chacun de ces deux joueurs-là, et ça a fait le job. Et évidemment, à l'arrière, on a vu le tournoi qu'il a fait, donc on peut dire oui. Un gros paquet d'avant, ça se passe de commentaires, vu à quel point ils ont joué sur cette carte-là, et en particulier faire entrer 7 avant par voie par match, donc la culture là-dessus, sans aucun doute. Euh, des leaders, quand ça va pas, quand il faut rameuter tout le monde, ils en ont. Les Faves de Clerc, qu'ils ont eu l'intelligence de ne pas mettre titulaire à tous les matchs, de faire rentrer parfois comme finisseur pour la dernière demi-heure quand c'est dur. Bah, ces grands joueurs-là, expérimentés et patrons, ils ont fait la différence, c'est incontestable. Surtout Colissi, ouais. Et Colissi également. Et puis, Luck, c'était le cinquième, un peu de bol, et évidemment, ils en ont eu. Donc, bien entendu, une équipe sud-africaine championne du monde est reçue 5 sur 5 au Pinard Test. Ouais, et je pense 6 sur 6, peut-être on peut mettre 7 sur 7 aussi, dans le sens qu'ils avaient un très bon coach. Je pense qu'il y avait beaucoup de coaching, plein de choses qu'on n'avait jamais vues avant, par rapport à tous les remplacements, comme tu avais dit. Et aussi peut-être 7 sur 7 dans le sens qu'il y avait pas juste culture de la gagne, mais il y avait une bonne ambiance dans cette équipe. Chaque fois que je voyais des images de cette équipe, c'était au-delà que d'autres équipes, par rapport à la camaraderie, par rapport à la... En fait, ils s'amusaient aussi. Ils aimaient bien être ensemble, et ça se voyait, en fait, sur n'importe quelle image qu'on a vu, il y avait une espèce de liberté que cette amitié leur a offert, et peut-être ça aussi, c'était le petit point de plus, le petit point de plus pour toutes ces victoires. Le groupe vit très très bien, comme disent les mecs du Sud. Oui, pour finir, on va parler rapidement des différents World Rugby Awards. Et en fait, c'est marrant parce que sur le Dream Team, il y avait un seul Sudaf et c'était Edsbeth. Et sur ce Dream Team, il y avait 5 Français, Cyril Bay, Olivant, Dupont, Penaud et Ramos. Ça ne nous consolera pas d'avoir perdu la Coupe du Monde. Mais c'est comme en 2011, hein, quand on avait perdu la finale, Thierry Dussautoir avait été nommé joueur de l'année. C'est aussi parfois en forme de compensation. Donc voilà, je suis qu'à moitié fan de ces classements, tu le sais, mais néanmoins, je les écoute et je les observe. Bah, écoute, Thierry Lussatois d'ailleurs, qui est entré dans le Hall of Fame, Rugby Hall of Fame, congratulations, 163, je pense, son numéro. Mais petit truc pour finir, j'ai pensé à ça, j'ai vu que c'est la première fois depuis 2020 quand même qu'il n'y a pas de Dream Team pour les femmes, et donc par le World Rugby. Je me demande juste, est-ce que c'est parce qu'il y a toujours le W15, ce tournoi qui continue, peut-être ça va être annoncé plus tard. Sinon, je trouve ça un peu bizarre qu'on a 3 années à la suite un 15 féminine, mais on n'a pas cette année. C'est comme les filles, ils n'ont pas joué cette année, c'est pas du tout le cas, quoi. Donc je trouve ça bizarre, peut-être bon à regarder. Je pense que ce sera probablement effectivement annoncé à la fin du tournoi Women 15. Ouais, on va voir. On va mettre un petit œil dessus. Allez tout le monde, c'était un grand plaisir de passer ce bon moment avec vous. Ce Coupe de Monde est maintenant fini, mais Pack de Potes va continuer. Oui, revenez la semaine prochaine où nous avons le plaisir d'inviter une journaliste de AFP, de Agence France Presse, et c'est super intéressant. On va parler de son parcours, son analyse en fait de ce Coupe de Monde. Et ensuite, nous allons revenir pour parler du Top 14 la semaine d'après, en 2 semaines.
Après, petite surprise de un des deux équipes parisiennes. Et ensuite, grande surprise dans le mois de décembre, un petit cadeau. On verra qu'est-ce que c'est. Et n'oubliez pas aussi de abonner. Comme ça, vous savez qu'on revient aussi pour les Six Nations de 2024. Oui, c'est quand même encore un vaste programme, Thierry. On va quand même, sur l'actu, faire une petite pause. Ça a été un grand plaisir de partager ces moments avec notre Charlie qui n'est pas avec nous ce soir, mais avec Charlie et toi. On est bien sûr déçus, mais je pense que voilà, il faut qu'on garde une âme de sportif, féliciter les vainqueurs, essayer de tirer un maximum d'enseignements, se donner rendez-vous aussi tout simplement en 2027, continuer de croire en nos rêves. Faut pas oublier que cette équipe de France, elle est jeune. Elle a encore de quoi faire des étincelles et des miracles, et ceci dès le prochain tournoi Destination. Et on ne boudera pas notre plaisir pour partager ces bons moments avec vous, avec toi et avec Charlie, entre autres. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Salut, bye bye.